Ravi de vous voir. Moi aussi, très émue de vous Et trouver. moi donc, Hervé merci Madé, Hervé avec Madé, directeur de l'FPP. Merci Alors, à vous deux en tout cas pour cette participation. Et puis je crois qu'Edwige a préparé quelques questions. Donc oui, je vais humblement lui laisser la parole. oui, nous avons le privilège aujourd'hui d'échanger avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre qui porte tellement la parole, une parole précise en même temps que chaleureuse pour des Français depuis 2 décennies, des Français qui ont beaucoup souffert souvent dans leur enfance et qui ont besoin de se retrouver, se revisiter avec lui, avec cette parole chaleureuse. Il a écrit son dernier livre en les encourageant à écrire leurs souvenirs d'enfance, leurs souffrances d'enfant pour dépasser, sublimer cette souffrance. Un livre qui s'appelle La nuit, j'écrirai des soleils. Mais Boris Cyrulnik, c'est aussi le responsable de la clinique de l'attachement et des systèmes familiaux pour la faculté de Toulon, et puis le président du comité d'experts des 1000 premiers jours de la vie. Et là, c'est pour ça que nous sommes ensemble, parce qu'il a jeté un pavé dans la mare. Il a proposé de façon à bousculer vraiment tout ce qu'est la parentalité en France, un congé de mater-paternité allongé, 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 jusqu'à laisser l'enfant avec ses parents pendant 12 mois. Alors, vraiment, cher Boris Cyrulnik, tout le monde va être heureux que vous nous expliquiez ce qui se passe ainsi dans la famille, pour l'enfant, sa mère, son père, pour que vous disiez, eh bien, aujourd'hui, il faut vraiment étendre le temps passé par les parents auprès de leur bébé. Déjà, pour le premier enfant, la maman, normalement, a un congé de 2 mois et demi. Vous dites déjà que ce n'est pas suffisant. Il faut le pousser jusqu'à 3 mois avant d'être confié à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La différence, elle est où dans ces 3 premiers mois? eh bien, les sciences, les neurosciences, la neuroimagerie, la psychologie associée et les suivis sociologiques montrent que lorsque les 1000 premiers jours ont été bien organisés, l'enfant fait partie des 70% d'enfants bien partis dans la vie. Et que ça, c'est pas gagné pour la vie, mais c'est au moins c'est un bon départ. Et à l'inverse, quand un enfant fait partie des difficultés dans la vie, c'est pas perdu pour la vie, mais il faudra travailler un petit peu. Or, les 1000 premiers jours, ça commence pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que pendant la grossesse, les émotions maternelles modifient la structuration cérébrale de l'enfant qu'elle porte. Les théories, les neuroimageries, les théories de l'épigenèse montrent à quel point, lorsque la mère est stressée, de manière durable, les substances du stress, schématiquement le cortisol et les catécholamines, qui sont les substances vedettes du stress, lorsque c'est une giclée, l'enfant est désorganisé, mais ça se répare en quelques secondes. Mais lorsque le stress est chronique, les hormones du stress de la mère finissent par franchir la barrière placentaire et le bébé, quand la mère parle, elle éveille son bébé, puisque les basses fréquences de la voix passent très bien dans l'utérus, si bien que quand la mère parle, elle éveille le bébé, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et le bébé déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour, bourré de cortensil et de substances toxiques pour son cerveau. Et la neuroimagerie montre que lorsque le bébé arrive au monde, il a déjà une altération de son système limbique et des 2 lobes préfrontaux. Donc, c'est le malheur de la mère qui altère le développement cérébral de l'enfant. Mais j'ai bien dit, c'est le malheur de la mère. J'ai pas dit c'est la mère. J'ai bien dit, c'est le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son enfance, son mari, et surtout la précarité sociale, le stress de la vie ou un accident de la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile et les accidents ne manquent pas. Mais
ayant découvert ça sur le plan neuroimagerie et neurobiologique, on sait ce qu'il faut faire pour déclencher un processus de résilience. Et c'est là que les décisions politiques et éducatives sont tout à fait importantes. C'est-à-dire que on sait que si on peut organiser familialement et socialement une grossesse paisible, eh bien le bébé arrivera au monde faisant partie des 70% de bébés bien partis dans l'existence. Et s'il y a un stress, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais il faudra prendre soin de la mère de façon à sécuriser la mère, de façon à ce qu'elle devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et si la mère est sécurisée, donc sécurisante, le bébé se débrouillera pour trouver ce qu'il faut pour se développer correctement. Donc là, il y a des décisions familiales, des décisions éducatives et des décisions politiques à prendre. Et c'est là que notre président Emmanuel Macron vient d'accepter une partie de nos propositions. Et il a fallu qu'un sage comme vous et un savant pour convaincre dans cette période de grande austérité qu'on allait allonger les congés. Hein. Ça, c'est un miracle, en effet, que ce soit entendu. Mais vous avez dit, donc déjà, le bébé, il doit profiter de sa maman pendant 3 mois. Et puis ensuite, vous proposez 4 mois, un long congé de 9 mois, donc ça fera 1 an, dont 4 mois pour le père. Alors là, expliquez-nous quelle est la différence entre la présence du père ou la présence de la mère. Est-ce que ça fait une stéréo profitable à l'enfant, au bébé? Est-ce que c'est profitable à la mère? Je suis sûre que voilà, vous allez nous faire comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas juste un avantage social. Alors, c'est tous les avantages. Et le père, on ne sait pas ce que c'est un père. Une mère, on sait à peu près ce que c'est. Mais alors, le père, la définition du père, ça désigne un statut d'homme étonnamment différent selon les cultures. Dans notre culture occidentale, le père, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. Mais il y a des cultures africaines où celui qui a fait le coup, c'est l'amant, c'est pas le père. Le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, entourer la mère, s'attacher à l'enfant et s'en sentir responsable. Il est désigné par la culture et dans beaucoup de cultures africaines, c'est le frère de la mère. C'est-à-dire, Absolument. J'ai connu ça en Nouvelle-Calédonie, aussi en Océanie. C'est c'est ça, exactement le même principe. Et exact, le papa, l'enfant, il vient à la consultation avec sa mère et son oncle maternel. celui que nous on appelle oncle maternel, exactement. C'est ça. Et ce qu'il faut donc, c'est celui que la culture appelle père, se sente engagé dans le tissage du lien de l'attachement avec la mère et avec l'enfant. Et là, maintenant, il y a des observations d'éthologie humaine et des observations de neuroimagerie que le père est beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, sous l'influence de la psychanalyse, on pensait que le père intervenait plus tard pour séparer le bébé de la mère et diminuer le pouvoir maternel. Ça reste, Absolument, c'est le grand discours. Hein. voilà, ça reste vrai, mais on le reformule un peu différemment parce que le père, celui qu'on appelle père, c'est-à-dire que ça peut être l'amant, dans notre culture, ça peut être l'oncle maternel, ça peut être la grand-mère. Il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent un enfant avec leur propre mère. Eh bien, c'est la grand-mère qui joue le rôle paternel. Ou bien ça peut être une autre femme ou un autre homme. Ce qui compte, c'est que le lien d'attachement entre la mère qui a porté l'enfant et celui, celle qu'elle désigne ou que la culture désigne comme père, constitue à eux deux une niche sensorielle, biologique, qui entoure l'enfant et stimule son cerveau et le sécurise dans l'utérus, dès l'utérus. C'est-à-dire que, puisque maintenant, tout à l'heure, je vous proposais l'idée qui est 1000 fois vérifiée, hein, que lorsque la mère est stressée, par exemple, je travaille beaucoup au Proche-Orient avec Shaul Harel, qui a été un des premiers
à faire de la neuroimagerie de nouveau-nés dont les mères étaient stressées par les guerres chroniques du Proche-Orient. Ça manque pas. Les mères stressées au Proche-Orient, ça existe en Occident, mais alors au Proche-Orient, je peux vous assurer que ça existe encore plus. Tous les bébés arrivaient au monde avec une altération bifrontale et limbique, et maintenant les neurobiologistes nous expliquent pourquoi il y a une altération, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Or, Et donc, pardon, oui, on en continue, pardon. la fonction du père, déjà, s'il peut être près de la mère quand elle est enceinte, déjà il a une fonction sécurisante qui agit sur le bébé. Donc on a renoncé aux causalités linéaires, une cause provoque un effet. Ça, c'est le raisonnement que Descartes nous propose, hein. Merci Descartes pour la médecine scientifique, mais pas merci Descartes pour l'écologie ou pour la psychologie. Parce qu'en psychologie ou en écologie, il faut s'entraîner à raisonner en termes de système et non pas de causalité linéaire unique. Alors, après la naissance, c'est Elisabeth Fivaz, qui était prof à Lausanne, qui a été la première à nous mettre sur le chemin. Lorsque la mère partage le bébé avec une autre figure d'attachement, le bébé apprend à s'attacher bien sûr à sa mère, puisque c'est elle qui l'a porté, et très tôt, il apprend, dès les premiers jours ou dès les premières semaines, il découvre près de sa mère une autre figure d'attachement qui peut être, comme je le proposais tout à l'heure, l'amant, le père désigné par la société, la grand-mère, une autre femme, un autre homme. C'est ce qu'on appelle, alors à la commission d'Émile Joux, on a décidé d'appeler ça le deuxième parent, mais ce n'est pas une bonne définition. Le père est toujours le deuxième parent. Même si c'est une femme, même si c'est une grand-mère, c'est le deuxième parent. Et c'est important parce que la mère reste la figure d'attachement primordiale, puisque c'est elle qui porte l'enfant, et dans l'utérus, c'est elle qui marque les premières empreintes par ses émotions, comme je viens de vous le proposer. Et après la naissance, très tôt, dès les premiers jours, le bébé attache beaucoup d'importance au visage de la mère. On est, de toutes les espèces vivantes, les êtres humains, on est les virtuoses, médailles d'or du traitement des informations du visage. C'est-à-dire le moindre clignement d'yeux, la moindre contraction de l'orbiculaire des lèvres, on l'aperçoit. Alors que les animaux sont beaucoup moins doués que nous pour traiter le visage. Et nous, bien Même sûr, la bienveillance du regard. entre autres. Non, mais c'est plus que ça même. Daniel Rousseau, qui est professeur à Mons, l'université où je suis aussi professeur, montre que le bébé, tout de suite après sa naissance, s'oriente vers le mamelon, ce qui est déjà curieux. Comment il fait pour savoir que c'est intéressant ça? Il s'oriente vers le mamelon et il accroche le regard de sa mère. Et si sa mère regarde la télévision, le bébé décroche. C'est-à-dire qu'il a besoin, dès la naissance, dans l'heure qui suit la naissance, il a besoin d'informations sensorielles qui l'accrochent dans son nouveau monde, qui est le monde aérien. Et si la mère le regarde, paf, il tète. Si sa mère regarde la télévision ou ne s'intéresse pas au bébé, on voit qu'avec une tétine à manomètre, on voit que les suctions ralentissent et que le bébé cesse de téter. Dans l'heure qui suit, Toute mère qui allaite sait que le bébé n'aime pas être dérangé, il lâche. exactement. Donc les mères ont une connaissance empirique que la neuroimagerie et l'éthologie scientifique confirment, mais que les mères avaient déjà pressenti avant. Mais Et vous voulez même obliger le père, ou deuxième parent, ou deuxième figure parentale, vous voulez obliger à prendre 2 mois, 9 semaines. alors, Vraiment, vous voulez que ce soit une obligation. Sinon, on perdra le bénéfice de ces 2 mois avec son enfant. voilà. Alors nous, on voulait inviter le père en lui expliquant ce qui se passe sur le plan psychologique et biologique. Mais les politiciens qui ont travaillé avec nous nous ont dit, si on invite le père, il ne viendra pas parce qu'on voit que les congés paternels qui existent aujourd'hui, il y a déjà 3 jours pour la naissance, hein, et puis c'est 11 jours ensuite. Hein, c'est ça? J'ai oublié. C'est ça, c'est Alors, ça. donc, on voit que quand les pères sont fonctionnaires, ils prennent leurs congés parentaux dans 80% des cas. Mais quand les pères sont des entreprises privées ou travaillent dans une entreprise privée, ils sont 6%
à prendre le congé paternel tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, le président Macron a décidé d'être plus directif et de prolonger le congé paternité parce qu'on a découvert à quel point la présence des pères est importante pour la mère et pour le bébé, et d'ajouter 7 jours obligatoires pour forcer les entrepreneurs à céder, à accepter, parce que la phrase que j'ai souvent entendue, c'est quand un homme demande un congé paternité, j'ai souvent entendu la phrase de l'entrepreneur qui répond: c'est pas toi qui donne le sein. C'est Ce, ça. ce qui peut être considéré comme vrai. Mais, Vous êtes en mais train de dire que le sein n'est pas tout. voilà, c'est ça exactement. Le C'est sein est ça. primordial, mais il doit être entouré. Et Et donc, je ferai une parenthèse, c'est que je suis allée en Suède, où j'ai eu le plaisir de rencontrer 3 pères, puisqu'en Suède, il y a 6 mois de congé que peut prendre le père, dont 2 mois obligatoires. 3 pères qui étaient avec dans la deuxième partie du congé d'un an, avec leur petite fille de 10 mois, assurant tous les soins. Et je leur ai dit, ils travaillaient chez Ericsson et ils étaient payés 80% de leur salaire. Et je leur ai dit, vous leur ferez le même coup chez Ericsson lors d'un deuxième bébé, de prendre 6 mois, et dont 2 mois de toute façon obligatoires. Ils m'ont dit, mais c'est très bien vu, parce que quand on revient dans notre entreprise, on estime qu'on a un père qui s'est occupé de son enfant est plus humain. alors, merci, Donc on évolue chez nous. merci pour cet exemple. J'étais au Danemark, j'ai été en Finlande, où il y a presque le même système, avec des chiffres un peu différents, mais c'est le même principe et le même système. Et les entrepreneurs ont constaté que quand les pères prenaient leur congé paternité, leurs femmes étaient heureuses, les enfants se développaient bien, et quand le père reprenait son travail, eh bien, il était entièrement libre et fier de lui et reprenait un bon travail. Alors que lorsque sa femme est malheureuse et lorsque l'enfant se développe mal, eh bien, ça ne rend pas le père efficace au travail. Et les entrepreneurs des pays d'Europe du Nord ont constaté qu'un père, une mère heureux, lorsque le bébé se développe bien, eh bien, le travail en bénéficie. Donc, j'ai volontairement employé l'imparfait, c'était un raisonnement à courte échéance, mais qui était faux, parce que les pays d'Europe du Nord qui ont fait ces réformes avant nous, le Québec aussi a fait ces réformes avant nous, et l'Espagne aussi commence à faire des réformes identiques, démontrent chiffre en main que ce système-là améliore la famille et améliore les conditions de travail. Donc là, vous avez proposé 3 mois complets pour la mère, après 9 mois pour les 2 parents, la moitié pour le père, donc on arrive à 4 mois et demi pour le père, dont 2 obligatoires. Et vous recommandez aussi la flexibilité de cette période pour le père. C'est-à-dire que les pères s'imaginent facilement devant rester avec la mère après la naissance, mais vous recommandez aussi qu'ils puissent prendre ce congé plutôt quand la mère a repris le travail, de façon à être en tête-à-tête avec son enfant. C'est ça qui est important. Exactement. C'est-à-dire que la mère est importante, elle est même primordiale. Mais la présence du père est importante pour la mère, comme je l'ai proposé, donc pour l'enfant. Mais aussi, on se rend compte que c'est peut-être la première fois dans l'histoire humaine que les pères ont la possibilité de tisser un lien d'attachement avec leur enfant. À l'époque des pères napoléoniens, vous savez que le chef de famille, c'est Napoléon qui l'a mis au monde en 1802, et les féministes l'ont assassiné en 1970. Avec, et les pères partaient au travail très tôt le matin, lorsque le bébé souvent n'était pas encore réveillé, rentraient le soir très tard, lorsque le bébé dormait déjà. Donc les femmes étaient entravées socialement et protégées et hypertrophiées affectivement, pour le bien et pour le moins bien, alors que les pères avaient un pouvoir napoléonien, c'était les représentants de l'État dans la famille, c'était eux qui énonçaient la loi dans la famille. Ils avaient donc un pouvoir exorbitant, mais ils n'avaient aucun pouvoir affectif, ils ne tissaient pas
le lien affectif. Alors, bien sûr, dans certaines familles, dans certains milieux, le père tissait quand même l'affection par bonheur, mais ce n'était pas la majorité des hommes. Dans le cas, la majorité des hommes n'avaient aucun lien affectif avec les enfants sur lesquels ils avaient un pouvoir énorme. Or, on constate maintenant que lorsque les pères participent au tissage du lien, lorsqu'ils s'occupent du bébé, d'abord ils découvrent que ce n'est pas toujours facile, mais le style des femmes et le style des hommes n'est pas le même. On a fait à Marseille des observations qui montrent que être une mère, c'est radicalement pas être un père. C'est-à-dire que les bébés, les femmes sont plus souriantes et plus verbales que les hommes. Et puis, à la fin des toilettes, elles embrassent le ventre du bébé, elles prennent le bébé, un bébé bien propre et bien mignon, elles le prennent, elles le serrent contre elles. Or, les pères ont une stratégie interactive, comportementale très différente. Ils prennent les jambes du bébé, ils font pédaler le bébé, ça les femmes le font rarement, et surtout, ils prennent le bébé et ils font le lancer de bébé ou l'ascenseur avec le bébé, ça les femmes le font pour ainsi dire jamais. Or, ça permet au bébé de s'attacher à deux figures d'attachement associées et différenciées. Ce qui, sur le plan neurologique et neuropsychologique, est important parce que ça ouvre le champ mental du bébé. Il apprend bien sûr à aimer sa mère et il apprend en même temps à aimer une deuxième figure près de sa mère, associée avec sa mère et différente de sa mère. Donc son champ mental, dès les premières semaines, dès les premiers mois, s'ouvre et le bébé se trompe jamais, puisque Elisabeth Fivaz et nous-mêmes à Marseille, on a montré que lorsque les mères et les pères toilettent les bébés, lorsque les bébés se préparent aux toilettes suivantes, lorsque la mère arrive pour la toilette, le bébé sourit et offre son petit corps, et lorsque le père arrive, le bébé sourit et se contracte, probablement parce qu'il pense on va rigoler, mais ça va être intense. C'est-à-dire que les interactions, la niche sensorielle n'est pas la même pour une mère et pour un père, ou pour la deuxième figure d'attachement, ce qu'on a appelé le deuxième parent. C'est-à-dire que, le second parent, pardon, c'est-à-dire que déjà le façonnement du cerveau est déjà différent et le bébé apprend à s'intéresser à un autre monde affectif que celui de sa mère. C'est Terry Brazelton, le pédiatre américain, qui avait cette formule. Il disait, pour un bébé, maman est aux affaires et papa est au jeu. C'est ce que vous expliquez, mais le jeu, c'est très important puisque c'est le travail de l'enfant qui va le tourner vers la société. Exactement. Brazelton, qui imitait les bébés à la perfection, il poussait les cris, il faisait des mimiques de bébé, mais il était aussi professeur de médecine, hein, il était professeur de pédiatrie. Oui, c'était un savant, oui, oui. Il ne faisait pas qu'imiter les bébés, hein, il faisait. Et le Brazelton et mon ami Jean Le Camus à Toulouse avaient fait diriger toute une école qui confirme la remarque de Brazelton. Et alors Jean Le Camus dit la mère est sécurisante et le père est plus propulseur. C'est un peu ce que je vous proposais avec les jeux paternels. Alors, Il arrive qu'il y ait des mères d'ailleurs qui disent non, mais moi, je me casse la tête de tout le quotidien, je rentre plutôt à la maison. Et puis quand mon mari arrive, ah ben, le bébé lui fait la fête et presque elles ont l'impression d'être un peu volées de l'attachement du bébé si le père est très joueur. Et je remarque ça avec les papas joueurs. Mais elles voudraient des fois que le père gronde l'enfant parce qu'il n'a pas été sage. Et en fait, c'était Dolto aussi qui disait le père n'est pas un croque-mitaine. Il rentre pas pour gronder, il rentre pour jouer. exactement, mais le jeu, c'est sérieux. Le jeu, c'est un mode d'apprentissage hein, pour les bébés essentiellement, et pour nous aussi. Hein. C'est un mode d'apprentissage. Ah, mais ça, On vous prend votre temps précieux, pardon. donc Jean Le Camus montrait que effectivement le rôle psychologique n'est pas tout, l'effet psychologique n'est pas tout à fait le même. Et ce que vous venez de dire, ça a été peut-être une perversion faite par le père napoléonien. C'est-à-dire que les femmes utilisaient le pouvoir abusif du père pour le transformer en père fouettard.
c'est Si ça. tu fais pas ce que je te dis, je vais le dire à papa et tu vas voir Oui, la rap. oui. Et aujourd'hui, je vais téléphoner à papa à son bureau. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ça veut dire que les femmes, pour avoir du pouvoir, puisque le père socialement avait un pouvoir abusif, exorbitant, les mères récupéraient, utilisaient un peu ce pouvoir, mais ça transformait le père en père fouettard, ce qui plaisait à certains hommes et ce qui déplaisait à la majorité des hommes qui se trouvaient privés d'affection. Et quand un père s'occupe d'un bébé, il découvre. Alors là, on voit encore une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes éprouvent un étonnant plaisir à toiletter le bébé, à le nourrir et à jouer avec lui, alors que les femmes donnent plus de sens. C'est pas du tout le même plaisir. Le plaisir des pères est un plaisir immédiat. Je joue avec lui, on rigole, les bébés éclatent de rire. Les bébés, quand ils éclatent de rire, ils nous possèdent, hein. Vous êtes d'accord? On ne peut pas résister à un bébé qui éclate de rire. C'est magique. Et puis, on sent qu'il secrète des endorphines, là, que ça marche dans son cerveau avec l'éclat de rire. Et chez nous aussi, ils sécrètent les endorphines pour nous aussi. Et Oui, oui. Et on voit que ces bébés-là, quand le lien est tissé, les pères découvrent un plaisir immanent, jouer, parler, faire le pitre, ça ils savent le faire, et les mères éprouvent plus de sens, c'est-à-dire qu'assez curieusement, elles éprouvent moins de plaisir immédiat, mais une sorte de plaisir transcendant. Ce que je fais est important, ce qu'on peut admettre, et j'éprouve le plaisir de l'importance que je fais. Donc c'est assez curieux, c'est qu'on a fait des notations psychologiques, c'est pas le même plaisir, mais les deux sont très bien quand ils sont associés. La mère bâtit, elle se projette dans l'avenir de son enfant. Voilà, exactement. Et C'est ça. les deux associés sont très efficaces pour la mère et pour le père et pour le bébé. Parce Et pour que le couple, si vous nous, parce que je sens que autant vous dites que le père va amener des bénéfices différents à l'enfant et le construire dans plus d'altérité, mais la mère du père, la femme du père napoléonien, qui était si seule finalement avec son enfant, tellement de solitude qu'il y a encore beaucoup chez les mères pendant le congé de maternité. Cette mère, là, se trouve partager les émotions qu'elle vit avec son enfant. Et on n'imagine pas que, par exemple, lorsque tant d'enfants se réveillent la nuit, le père va s'énerver de la même façon lorsqu'il a été là la journée avec l'enfant et qu'il le comprend. Donc, pour le couple, peut-être, il y a moins de tension. Mais bien sûr, il y a une harmonie, les femmes se sentent soutenues par leur mari et les bébés vivent dans une niche sensorielle harmonieuse. C'est bénéficiaire pour tout le monde. C'est ça. Euh, Avant, quand les femmes étaient entravées socialement, parce que ça n'avait pas, les femmes socialement n'avaient pas beaucoup de valeur, elles avaient du mal à prendre leur place, hein. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, puisque vous parlez du père napoléonien, jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1862, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans en France. C'est-à-dire que, mais vous savez, j'ai travaillé au Congo, aujourd'hui au Congo, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans, aujourd'hui. Donc, et quand une femme mettait au monde, je suis de la qualité d'avant-guerre. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale. Toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient déjà un ou deux enfants. Mais elles étaient entravées socialement, mais lorsqu'elles avaient un enfant, elles étaient entourées par un groupe de femmes, la mère, la grand-mère, la voisine. Et aujourd'hui, une jeune femme met au monde son premier enfant, elle a presque 31 ans. Elle a fait des études, elle a appris un métier, elle a commencé à se socialiser, elle était hyper active, socialisée, et tout d'un coup, elle se retrouve seule avec un petit tyran domestique qu'on appelle bébé, et elle n'a jamais tenu un bébé dans les bras. C'est-à-dire que avant les femmes, à l'époque du père napoléonien, les femmes étaient entravées socialement, mais entourées quand elles mettaient au monde un bébé. Aujourd'hui, elles s'épanouissent mieux socialement, mais quand elles mettent au monde un bébé à presque 31 ans, d'abord le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. 31 ans, la médicalisation commence. Ça ne veut pas dire que c'est tragique, mais ça veut dire qu'il faut commencer à surveiller la tension, le diabète et la psychologie. Donc, or, aujourd'hui, une jeune femme qui met au monde son premier enfant, elle est seule, comme vous l'avez dit, et on constate
Claude de Tichet nous a apporté il est professeur à Nancy, et il nous a apporté des enquêtes très bien faites sur l'augmentation rapide des dépressions périnatales. Ah, le baby blues, la vraie dépression. Ah oui, oui, non, non, Ah, absolument. C'est pas le postpartum blues que beaucoup de femmes éprouvent, et si elles ouais. sont entourées, ben, ça passe comme ça en parlant. Quelques jours. Voilà, on dit 2, 4 jours, on leur C'est parle ça. gentiment, on leur offre un bouquet de fleurs, et puis paf, elles reprennent leur vie. Alors, Ouais. c'est pas ça. Le postpartum blue, on peut l'expliquer par le sentiment de vacuité, par le remaniement hormonal, par la fatigue. C'est quelque chose de physiologique. Alors que Ouais. là, c'est une dépression périnatale. Après, alors là, c'est Long. après plusieurs semaines, avec 2 pics, 5e semaine, 5e mois. Après la naissance, où c'est une vraie dépression, on voit apparaître des phobies qui torturent les mères et qui rendent les bébés inquiets. Parce Et que, oui. Et il n'y a on- rien de pire pour un bébé que d'avoir une maman triste et sans expression. ben, si le bébé a une maman éteinte, le bébé s'éteint. Il est Voilà. plus stimulé. Mm. Alors que on voit apparaître des dépressions prénatales à l'idée de mettre au monde un enfant. Et on voit maintenant un nouveau phénomène apparaître, c'est que donc je raye beaucoup, de plus en plus de jeunes femmes, elles ne sont pas beaucoup, mais la courbe monte, des jeunes femmes qui décident de ne jamais mettre au monde des enfants parce qu'elles sont anxieuses à l'idée de mettre au monde un enfant. Donc Et c'est je tout à voudrais reprendre le mot de petit tyran. C'est vrai qu'un bébé, il est tyrannique, mais il est normalement tyrannique. Et c'est important pour lui. Et en fait, de partager cette tyrannie avec le père ou avec toute personne aidante va permettre à la mère de répondre aux besoins du bébé. Parce que ce n'est pas un tyran parce qu'il est mal élevé, parce qu'on ne tape pas dessus, vous savez mon engagement pour qu'on ne tape pas sur les enfants. Eh bien, le mot de tyran peut parfois être mal interprété. C'est un tyran physiologique, c'est heureux qu'il soit un tyran, c'est bon signe. Oui, oui, non, mais c'est moi qui taquinais avec l'expression tyran domestique. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est vrai, quoi. Il a faim, il pleure, il s'exprime, il apprend à s'exprimer, et les réponses parentales vont lui apprendre à s'exprimer comme on doit le faire dans une famille et dans une culture. C'est pour ça qu'il faut que la mère et le père soient bien ensemble pour que les réponses parentales tutorisent des manières d'exprimer, donner la parole, donner le babil d'abord à l'enfant, il comprend très tôt. Françoise Dolto l'avait bien dit, ça. Hein. Il comprend beaucoup plus tôt que ce Il a qu'on une croit. intelligence émotionnelle, Alors, il il avait une. décrypte. C'est ça. Maintenant, on parle dans mon milieu, on parle d'intelligence cognitive, mais vous avez raison, c'est la même Elle est expression. Hein. d'abord émotionnelle avant d'être complètement cognitive, on peut dire ça? Moi, je dirais que c'est la même chose. C'est pas la même Mhm, formulation, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que mhm, lorsqu'un bébé est sécurisé avec des réponses parentales, il crie. La réponse parentale, ça peut être un regard, ça peut être un corps à corps, ça peut être des fois un mot ou un bruit de la bouche. mhm, Maman est là. Et hop, le- puisqu'on sait que la vocalité maternelle est déjà un tranquillisant. Dans l'utérus, les basses fréquences passent très bien. Donc, la mère dit oui, oui, maman est là. Et hop, le bébé, il a ce qu'il faut. J'ai mon tranquillisant naturel. Donc, quand j'emploie l'expression de tyran domestique, c'est un petit peu pour vous taquiner. Hein. Mais oui. Non, parce que souvent, surtout vers l'âge de 2 ans, où les Américains disent terrible twos, l'enfant est tellement en demande. On parle du harcèlement au travail, mais avoir un enfant de 2 ans, c'est le plus grand harcèlement. Mais si on peut le partager, si on a un compagnon qui a compris tout ce qui se passe dans la tête de l'enfant parce qu'il l'a eu très tôt en responsabilité, évidemment, on va être plutôt dans la joie de son développement que de vouloir le réprimer. Mais bien sûr. Et de plus, les femmes donnent plus de sens au bébé et les hommes donnent étonnamment plus de plaisir avec le bébé. Et les femmes donnant sens au bébé, le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. Un bébé, là, je, je cite toujours l'exemple d'une dame que j'ai dû accompagner. Elle met au monde 2 bébés, deux petites filles qui se développent extrêmement bien. Puis, elle est enceinte une 3e fois
et en même temps que sa grossesse, elle apprend que sa propre mère démarre une maladie d'Alzheimer. Elle s'entend très bien avec son mari, elle dit, ben écoute, ton métier te plaît, tu t'occupes des deux aînés et tu travailles, et moi, j'arrête de travailler parce que avec le système social actuel, avec deux enfants et à coup sûr avec trois enfants, beaucoup de femmes, surtout avec petits salaires, arrêtent de travailler, ce qui Oui. joue un rôle majeur dans la disparité des salaires dans Et des retraites. et des retraites. C'est la Euh, misère à la fin. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a une attention sociale à avoir et on constate que cette dame-là, elle me disait, s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant parce que j'aime le faire, parce que je sais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je sais que j'ai du plaisir à le faire. C'est un plaisir transcendant. Ça me fatigue, mais je sais que c'est important de le faire et ça me donne un plaisir transcendant parce que je sais qu'il va bien se développer. Alors que, elle me disait, ma mère qui meurt un peu chaque jour avec sa maladie Alzheimer, c'est épuisant et c'est désespérant. Ça n'a pas de sens parce que je la vois s'aggraver tous les jours. Si bien que quand j'ai parlé avec les trois filles, parce que le troisième bébé c'était aussi une fille, quand j'ai parlé avec les trois filles, les deux aînées disaient, on a eu une mère toujours joyeuse, toujours active, et la troisième disait, mais qu'est-ce que vous racontez? Maman, elle disait jamais un mot, et elle ne jouait jamais. Et les trois enfants ont raison, parce qu'ils ont Hmm. la même niche affective, parce que la mère n'était pas dans le même état, et qu'elle ne pouvait pas avoir un plaisir transcendant en s'occupant de sa mère, elle le faisait, mais pour elle, c'était une contrainte, un sacrifice. Et Alors que elle avait un mari totalement investi professionnellement et par les deux grandes. Donc la petite, elle s'est retrouvée avec une maman accablée. exactement. Et le couple fonctionnait très bien, c'était une entente de couple, hein. Donc Oui. le couple s'entendait très bien, et c'est la femme qui avait dit logiquement à son mari, écoute, tu t'occupes des deux aînés et tu travailles, et moi je m'occupe du bébé et de ma mère. C'était une entente de couple, mais c'était une amputation pour la mère. Et comme vous Parce que l'avez là dit, où il y a encore un progrès à faire peut-être dans notre société, c'est que c'est généralement les femmes qui s'occupent des personnes âgées. alors Elles là, sont encore seules avec leur bébé. Vous, vous élargissez, vous appelez le père à partager. Mais après, il y a le troisième et le quatrième, cinquième âge. eh bien, c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant, mais avec le professeur Rive, on va avoir à Lyon bientôt une réunion parce que à Lyon, ils ont développé le système des aidants à cause du développement de l'apparition du croissante de nombre de maladies d'Alzheimer. Il y a plus d'Alzheimer chez les femmes, d'une part parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, et d'autre part parce qu'à tranche d'âge égale, il y a plus d'Alzheimer chez les femmes pour des raisons que j'ignore. Mais le résultat, c'est qu'on découvre avec étonnement qu'actuellement, sur les 16 000 aidants à Lyon, c'est une majorité d'hommes, complètement sacrifiés par la maladie de leur femme, complètement engloutis, ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de voyager, parce que quand on s'occupe d'un bébé, on peut se prendre un relais. Le bébé est content de voir arriver la tante, de voir arriver la nurse, la famille. Il lui fait un On bisou. trouve de l'aide facilement. Voilà. S'il fait un bisou, c'est un événement. C'est bien ça. Le fait de s'attacher. John Bowlby disait dès 1950, le système familial le plus protecteur pour un enfant, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, bien sûr, la grand-mère, le père, l'oncle, la grande sœur, le chien de famille, enfin, tout ce qui peut provoquer l'attachement. Mais alors, pardon, la collectivité a prétendu remplacer ça. Quand on a mis les bébés à 2 mois et demi en crèche et qu'on a dit ils ont besoin. Et vous, vous bousculez tout. Vous dites non. La première année, la collectivité, c'est pas l'idéal. Alors là, c'est vraiment un pavé dans la mare. Oui, oui, parce que ça, c'est une idée d'Antoine Guédonné qui nous a convaincus et qu'on a accepté grâce aux travaux sur l'attachement. Un bébé bien parti, c'est un bébé qui a acquis une confiance primitive en lui. Et cette confiance, alors pour confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, dès qu'il a confiance en lui, il ose s'exprimer par des gambades, par des babiles et plus tard avec des mots. Et dès l'instant où le bébé a confiance en lui, il apprend à s'exprimer correctement. Donc, il se socialise facilement. Or, cet apprentissage se fait au cours des 1000 premiers jours.
C'est-à-dire, ça commence déjà pendant la grossesse, puis ensuite pendant, jusqu'à, on va dire pour faire un schéma, jusqu'à l'apparition de la parole. C'est des chiffres approximatifs, hein. Donc ça veut dire que ces 1000 premiers jours-là, il faut que le bébé ait des bases de sécurité, des figures d'attachement stables autour de lui. Et à ce moment-là, quand on le met à la crèche, pour lui, c'est une aventure qui continue son épanouissement. Et on voit Guylaine Dehaene, qui est qui fait de la neuroimagerie, qui travaillait avec nous, nous avait montré des documents montrant comment un bébé sécurisé structurait bien son cerveau, et comme on travaillait aussi avec des linguistes, un bébé bien sécurisé au cours des 1000 premiers jours entre en maternelle au cours de la 3e année avec un stock de 1000 mots. Un bébé insécurisé, quelle que soit la cause de l'insécurité, entre en maternelle à 3e année, en même temps que l'âge légal aujourd'hui, avec un stock de 200 mots. Et c'est Devinez, prédictif de son avenir. voilà, devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Et nous avons une épidémie de retard de langage actuellement. Absolument. Il y a des Oui. retards de langage, on constate même des retards de développement physique. Mm. Les enfants de la génération d'aujourd'hui sont moins vifs et moins musclés que ceux des générations précédentes. Et comme vous venez de dire, il y a un retard de langage. Alors là, il n'y a pas que la niche sensorielle, il y a les écrans qui jouent un grand rôle aussi dans le retard de langage. Oui, le Donc, retard de langage avait déjà été dénoncé il y a 10 ans, il n'y avait pas encore autant d'écrans, mais effectivement, le moins de contact avec un adulte sécurisant, mère, père, mère soutenue par le père, le fait d'aller très vite en collectivité n'est pas aussi producteur de langage en fait. c'est producteur de langage à condition que le bébé ait acquis une confiance primitive. Donc à C'est, partir de quel âge? Vous dites 12 mois. voilà. Ou 10 mois. Nous, on dit 10 mois. Mais enfin, 10 mois, on va dire, nous, éthologiquement, on dit 10 mois. Bon, enfin, si c'est vous ça. voulez 12, on va pas, Non, si. on va pas se fâcher pour 2 mois. Oui, oui, Mais, non, je vous suis, je vous suis. Je mais pense que ça dépend aussi des enfants, n'est-ce pas? voilà. Ouais. Mais dès que le bébé a acquis une confiance primitive, parce que sa mère et la deuxième figure d'attachement est là, il rentre en crèche et hop, il va continuer son développement. Et là, la crèche va lui apporter beaucoup d'interaction, Oui, de socialisation c'est et le de bon la... moment. Voilà. Et donc, en effet, si l'on reprend votre projet, on dit pendant 3 mois, la maman a son congé de maternité, il faut qu'elle se remette aussi physiquement, elle est tranquille avec son enfant, elle l'allaite, etc. Après, le père et la mère se partagent les 9 mois suivants et il arrive en collectivité à 12 mois. Je rappelle qu'en Suède aussi, euh, même une mère qui ne travaillerait pas, enfin moi je mets ça entre guillemets parce que une mère est toujours un peu chef d'entreprise de la maison, elle travaille beaucoup aussi à la maison, mais une mère qui ne travaille pas à l'extérieur, eh bien, a quand même 15 heures de crèche gratuite pour son enfant dès l'âge d'1 an. Mais par contre, pendant la première année, en effet, c'est congé de mater-paternité. C'est un petit peu le schéma que vous proposez. Alors, évidemment, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise et ça a été haro sur ce congé. En ce moment, c'est pas le moment et c'est irresponsable. Mais vous dites, ça aura un bénéfice même pour la société, même pour l'entreprise. Mais oui. Alors, ça aura un bénéfice. On l'a bien échangé pour la mère, le père et le bébé. Pour le C'est ça. triangle, maintenant, on parle plus de la diade mère-enfant, on parle de la triade parent-enfant. Donc, ça sera un bénéfice. Mais ça sera aussi un bénéfice pour l'entreprise, c'est que un père ou une mère qui reprend son travail, se sentant bien, c'est un père et une mère qui vont être efficaces pour l'entreprise. Alors qu'un père et une mère qui vont travailler en traînant les pieds, en tirant leurs heures légales pour ne pas se faire renvoyer, c'est pas un bénéfice pour l'entreprise. Et en Suède, ils ont une petite modification aussi, c'est que maintenant ils peuvent faire beaucoup, beaucoup d'heures. Ils peuvent travailler 10-12 heures pendant les mois d'hiver, de façon à avoir des congés d'été beaucoup plus longs. Ils prennent 2 ou 3 mois l'été. Et Là où on peut sortir. donc pour sortir, parce que l'hiver,
quand j'ai travaillé en Suède, j'étais terrifié parce que on prenait le café de midi et la nuit tombait. Ça, alors, ça, ça, ça c'est très. Pour vous qui êtes un Méditerranéen, ça change. Voilà, c'était pas ça du tout. Alors, ils commencent à remettre en cause ça. C'est que du coup, comme les parents travaillent plus pendant les mois d'hiver pour avoir beaucoup de congés d'été, les enfants voient moins les parents. Alors, ils ont proposé des mois de crèche, comme vous venez de le dire, pour aider les parents, ce qui est bien, mais on constate que les enfants ont ralenti leur développement depuis cette réforme sociale. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudra étudier. Je ne sais pas, il faudra voir ce que ça va donner dans un an ou deux. Alors, je voudrais illustrer votre propos parce que là, il y a eu confinement. C'est une expérience sociétale historique pour un pédiatre, un pédopsychiatre, un neuropédiatre ou un neuropsychiatre. C'est historique. Moi, j'ai vu les enfants, je travaille beaucoup en crèche ou en consultation. Les enfants ont fait énormément de progrès. Pendant le confinement, on a eu peur des maltraitances. Il y en a eu, mais finalement, le plus grand nombre, en fait, a fait énormément de progrès. Les rythmes se sont ralentis, ils ont profité de leurs parents, ils ont été dans cette espèce de cénacle à trois que vous décrivez, tout le monde était confiné, et les enfants, les mamans m'ont toutes dit, mais progrès de langage, progrès moteur, et même pour les scolariser, progrès d'autonomie. On aurait pu croire le contraire. Eh bien, autonomie par imitation. C'est incroyable cette expérience. Alors, je confirme ce que vous avez dit. Euh, j'ai mis le même recueil d'informations que vous. Il y a eu les enfants très sécurisés ont retrouvé l'école avec plaisir. Il y a eu un Oui. rebond d'attachement. Et contrairement à ce qu'on craignait, ils ont eu un petit retard qu'ils ont rattrapé à toute allure, parce qu'ils étaient confiants en eux, et ils ont eu le plaisir de jouer à apprendre. Ce qu'il Jouer, faire faudrait. apprendre. L'expression là, on l'a souligné avec Blanquer quand on a organisé les maternelles, c'était pas jouer ou apprendre comme on nous le reprochait, c'était jouer à faire l'effort d'apprendre. Parce qu'un effort, ça peut être un jeu aussi, et ça peut être amusant de faire l'effort. Alors non seulement je confirme ce que vous venez de dire, j'ai le même recueil d'informations que vous, mais à l'aide sociale à l'enfance, qui est une institution en grande difficulté, parce qu'on leur confie des enfants très fracassés par les premiers jours, par les premières années de la vie, on leur confie trop tard des enfants fracassés, ils ne sont pas assez nombreux. Et pendant ces semaines de confinement, ils n'ont plus eu de papier à faire, ils n'ont plus eu de visite à faire, ils sont restés avec les enfants, et tous les éducateurs me disaient, je suis étonné de l'amélioration comportementale de ces enfants. Moins de Et ça papier. doit faire réfléchir sur les rythmes de vie qu'on impose aux enfants. Exactement. Et alors ça, Tove Mokstad, qui travaille au ministère de Finlande, de l'éducation en Finlande, venait régulièrement à nos réunions et elle a été vraiment précieuse, hein. Elle a été agréable. Eh bien, elle nous dit, en Finlande, comme partout, on ralentit le développement des enfants. On ne les fait plus sprinter, comme je l'ai vu au Japon ou aux États-Unis. Le sprint des enfants améliore, pour certains, ceux qui supportent le sprint, ça améliore les performances scolaires à un prix humain exorbitant. À l'adolescence, les suicides, la psychopathie et le hikikomori qui apparaît chez les garçons au Japon est une catastrophe. Et ça Ce qui apparaît ne aussi. veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que dans cette première année, ces 1000 premiers jours, la grossesse et un an et demi après, quand on va bien s'occuper de son enfant, papa, maman, en alliance et avec l'enfant, on ne va pas favoriser les facultés cognitives pour le collège et le lycée, parce que l'esprit va penser mieux et plus vite. Moi, je dis souvent aux parents, Parcoursup, ça se prépare maintenant quand ils sont petits. Mais oui, mais oui, les pays d'Europe du Nord qui ralentissent le développement des enfants, on ne les note pas, on les note seulement à partir de l'âge de 11 ans. On les note. En Finlande, j'ai été invité par Jeannette Bougrabe, qui pendant un moment s'occupait de l'Institut français en Finlande. J'ai été stupéfait
du sourire, de la gaieté, de la gentillesse dans les écoles. Pas un cri. Tout le monde se Et parle dans les enquêtes PISA, à 15 ans, eh bien, les petits Finlandais sont les premiers de l'OCDE. Et ben Donc, voilà. ils s'épanouissent et ils apprennent plus vite, puisque PISA, c'est le scolaire. Donc, ils ne ralentissent pas vraiment les enfants, ils les accompagnent dans leur rythme. On peut dire ça? Non, ils ralentissent les enfants. Et comme vous l'avez dit, quand les enfants prennent confiance en eux, ils vont à l'école et à 15 ans, ils sont médailles d'or. Ils rattrapent tout. Voilà. Alors que, parce qu'ils ont confiance en eux et ils ont le plaisir de jouer à apprendre. Alors que, au Japon, une minorité d'enfants, et filles surtout, font des performances scolaires que je trouve stupéfiantes, mais à un prix humain exorbitant. Psychopathie, suicide, hikikomori, c'est-à-dire les garçons qui décrochent de tout, qui s'isolent, ils tirent les rideaux, ils se coupent de la société. Alors oui, c'est des résultats scolaires excellents pour une minorité, au prix d'un saccage d'une majorité. Alors qu'en Europe du Nord, tous les enfants s'épanouissent, plus ou moins, comme chacun, mais tous les enfants s'épanouissent. Donc je pense que la stratégie éducative est très différente. Et les Finlandais me disaient, on ralentit le développement, on les fait rentrer à la maternelle d'abord on les sécurise. Et ensuite, s'ils échouent, on ne dit pas que c'est un échec. On leur dit, oh, tu ne le sais pas aujourd'hui, mais tu vas voir, demain on refera le même exercice et tu vas voir, tu vas le réussir. Et donc, donc les enfants sont en retard entre 5 et 10 ans, et comme vous l'avez dit, ils sont médailles d'or à 15 ans. Voilà. Donc, quel projet vraiment, au fond, vous dites, les chefs d'entreprise, calmez-vous, parce que c'est un bénéfice pour la société, c'est pour la parentalité dans votre entreprise, mais aussi pour le futur de notre société, des bénéfices de tout le monde. Absolument. Alors c'est un Oui. bénéfice pour les enfants, c'est un bénéfice pour le couple parental, pour la famille. Et alors Tove et Mokstad nous disaient, la phrase que je cite souvent, c'est que je la cite souvent parce que c'est une phrase cynique, que les Norvégiens ont évalué, ils ont fait des comptes entre l'argent qu'ils mettent pour la petite enfance, Emmanuel Macron a prévu 500 millions d'euros, et alors les Norvégiens disent c'est un excellent retour sur investissement. C'est une phrase cynique, c'est une Oui. bonne s'occuper de la Et parce quelle que merveille que vous ayez été entendu de nos gouvernants, parce que c'est très difficile à faire comprendre. Hein. oui, exactement. Mais Macron l'a entendu, Macron, Blanquer l'a entendu, beaucoup de décideurs politiques l'ont entendu. Donc, ça bouscule. C'est pas encore rentré dans la culture, mais j'espère que grâce à vous, ça va rentrer dans la culture. Et les parents vous entendent beaucoup parce que vous savez, aujourd'hui, vraiment les pères, ils sont quand même, ils viennent à la première consultation, ils demandent plein de petites questions, ils arrivent en portant le bébé, ils sont vraiment, c'est émouvant de voir combien les nouveaux pères ont entendu nos messages, vraiment. Donc, merci. Absolument. Parce que le père fouettard, ils n'en veulent plus. Ils, Non. ils veulent être des pères affectifs. Pas Et comme ils ont bien raison, hein, parce que ça n'enlève pas l'autorité, contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, ça leur en donne, parce que l'autorité devient légitime, parce qu'il y a la complicité qui s'est tissée. Tel est mon point de vue. Moi. Je pense qu'à l'adolescence, un enfant bien élevé, un enfant bien sécurisé fait partie des 70% d'adolescents qui prennent leur virage sans difficulté. C'est Un ça. enfant mal parti au cours des 1000 premiers jours fera partie des 12% d'adolescents en difficulté. Parce Qui qu'il iront s'est mal. Voilà. Donc, je pense que l'autorité aussi va changer de forme, hein, va changer de Oui. forme. Mais au point de vue de l'aide sociale à l'enfance, alors les chiffres varient beaucoup. J'ai entendu, le pire chiffre, j'ai entendu 12 milliards d'euros par an. J'ai entendu 8 milliards d'euros par an, donc peut-être vous avez la réponse mieux que moi, mais voilà, de toute façon, c'est énorme. De toute façon, c'est énorme. Donc les 500 millions d'investissements pour les réformes, c'est une très bonne affaire. Pour l'école, pour l'adolescence, parce que ces enfants-là, ils coûteront moins cher en éducateur, ils coûteront moins cher, ils vont bien se socialiser. Donc c'est une très bonne affaire. Après, il faut que l'aide sociale à l'enfance ait
un corpus qui vienne de l'État, parce qu'elle est très fragmentée par département et il y a un peu des inégalités dans les pratiques. Et puis, il y a une inégalité de pratique et il y a une inégalité de formation à C'est l'aide ça. sociale. Oui. Ils avaient soit une formation purement biologique, alors la biologie existe, mais elle ne peut pas tout expliquer de la condition humaine. La psychologie existe, mais on arrête de raisonner avec ces termes d'hyperspécialité, de cloisonnement du savoir. On raisonne en termes écosystémiques, et alors là, on arrive à la conclusion que tout le monde doit participer à cette aventure et que tout le monde en profite. Je sais que le secrétaire d'État, Adrien Taquet, qui s'occupe de l'enfance, est vraiment très sensible à tout ce que l'on dit. Après, il faut bouger tout le monde, comme vous dites, en écosystème. Oui, oui, il est sensible, il travaille beaucoup, il a un excellent contact, et il sait, je crois, il est déjà efficace et je pense qu'il le sera jusqu'à la fin de son mandat. Parce que maintenant, pour conclure sur votre grand congé, que je pense inéluctable, surtout avec votre parole qui le bouge, pour l'instant, en fait, la vérité, c'est que les mères, elles trichent entre le congé donné par la branche familiale et puis on rallonge, pardon, on rallonge des congés maladie auxquels grossesse pathologique, auxquels les gynécologues, comme l'assurance maladie, sont très complices. Parce que tout le monde est d'accord que c'est trop court. Donc, vous, je crois que vous poussez un peu les choses dans la vérité, finalement. C'est ça, mais je suis content de ce que vous dites parce qu'effectivement, pour aider les mères et les enfants, on trichait un petit peu et beaucoup de gens fermaient les yeux. Mais je pense Ouais. que maintenant, on sait ce qu'il faut faire, on sait scientifiquement ce qu'il faut faire. Donc, les politiciens sont en train de le mettre en chantier et je pense que Emmanuel Macron a proposé une augmentation du congé paternité avec 7 jours obligatoires. Et j'espère que quand la tragédie du virus sera terminée, parce qu'on est ruiné pour longtemps, hein, mais que les politiques continueront. C'est Parce l'intérêt que de. c'est un investissement, en Oui, fait. Même si on est ruiné, c'est un investissement. exactement. Donc, vraiment, tellement merci pour le temps que vous avez bien voulu nous donner parce que je sais que voilà, vous avez beaucoup, beaucoup à faire, sans compter le plaisir de votre Méditerranée, de vos réflexions, de votre écriture. Donc, on écrira des soleils, comme vous le recommandez. Merci beaucoup, cher professeur. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Je vous remercie également tous les deux, M. Cyrulnik et Edwige. On a appris beaucoup de choses et en plus, c'était vraiment un débat d'actualité. Donc, merci encore. C'est Merci. le dieu technicien qui parle. Donc, Prenez merci. soin de vous, Boris. Prenez bien soin de vous. Au revoir.